Le sujet est douloureux. Il s'agit d'une page noire dans l'histoire de l'humanité, l'esclavage. Il fait partie intégrante de notre histoire. Les chercheurs publient régulièrement des articles, des livres sur des thèmes variés, des documents qui nous éclairent. Une publication est à retenir à l'occasion du 184e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en 1835 et le 180e anniversaire de l'abolition de l'apprentissage. Thomas Vernet, maître de conférence à la Sorbonne, et le docteur Vijaya Tilok de l'Université de Maurice ont présenté un travail qui aura duré 4 ans. Un inventaire de documents sur l'esclavage, des documents qui sont conservés aux Archives nationales françaises. Ils nous dévoilent le contenu et l'importance de ces archives. L'esclavage, c'est la fondation même de l'Île-de-France. Et donc, ce volume compile, je crois, presque 120 énormes volumes aux Archives nationales et que nous mettons maintenant à la disposition des Mauriciens, transcrits et annotés. Donc, il va faciliter la tâche des chercheurs, des jeunes chercheurs surtout, qui n'ont peut-être pas l'occasion d'aller en France pour consulter ces documents. Vous vous rencontrez à Zanzibar lors d'un colloque il y a une dizaine d'années à peu près. Comment se fait la connexion? Comment vous vous intéressez à l'histoire de Maurice? Moi, je ne suis pas spécialiste de Maurice, mais je suis historien de l'Afrique de l'Est, de la côte est-africaine, et notamment, je me suis intéressé à la question de la traite. D'abord la traite des musulmans, puis la traite des Français dans la région, qui est importante à Zanzibar, dans le nord du Mozambique, au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Et je connaissais cette série pour y avoir un petit peu travaillé, mais savoir aussi, je savais qu'elle était énorme et qu'il fallait... Il fallait la mettre en avant parce que c'est la principale série d'archives sur l'île Maurice à l'époque française, qui traite de tous les sujets, l'agriculture, le commerce, l'administration, et dans tous ces sujets, l'esclavage est présent. C'est ça, comme l'a dit Vijaya, qu'il faut retenir. L'esclavage est vraiment au cœur de la vie de la colonie, de quasiment tous les aspects de la vie de la colonie au XVIIIe siècle et jusqu'à l'abolition. Et comme cette série est la principale, il fallait la mettre en avant et donner envie aux jeunes chercheurs d'aller travailler, aux étudiants en master, en thèse, d'aller la consulter et puis leur faciliter le travail, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que ce sont des milliers et des milliers de pages qui sont dans ces volumes. Beaucoup de ces pages, des centaines et des centaines de documents évoquent l'esclavage, mais il faut aller chercher. C'est comme un archéologue qui va fouiller et qui ne sait pas ce qu'il va trouver. Donc il faut vraiment creuser. C'est très très long, ça prend beaucoup de temps. Et ce qu'on a voulu, grâce aux chercheurs assistants qu'on avait, c'était faciliter ce travail. Et ensuite, nous, derrière, mettre en forme, expliquer, contextualiser. Et ces pages, ce sont des lettres, ce sont des contrats, ce sont des reçus, c'est quoi au juste? Il y a un peu de tout là-dedans. Ce sont la correspondance des gouverneurs envers la métropole et aussi les réponses, par exemple, du roi, des ministres qui commentaient sur les décisions qui étaient prises à Maurice. Donc ça couvre vraiment un peu de tout, mais ce qui est très important, ça montre un peu l'île Maurice profonde, l'île de France profonde. On va vraiment évoluer la mentalité des colons à Maurice, on va évoluer la mentalité des administrateurs royaux. Et quand la Révolution arrive, on voit vraiment ce chamboulement à l'île de France. Les gens ne veulent pas que l'esclavage soit aboli. Et les discours qui sont dans ces volumes, ce sont vraiment des choses qui nous révèle un peu la mentalité de l'époque et la perception, la frayeur des gens avec l'abolition de l'esclavage, le spectre de l'abolition de l'esclavage. Même maintenant, ça peut heurter ces documents? Je pense, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs, encore une fois, comme Thomas a dit, n'ont pas vraiment utilisé ces sources. Et je pense que nous sommes les premiers à les révéler au public. Et donc, je crois que ça va être vraiment très révélateur au public mauricien de lire. Est-ce qu'on peut citer un exemple de ce type de document? Personnellement, moi, j'ai vu des choses. Par exemple, il y a des gens, heureusement, ça n'a jamais été mis en pratique, qui voulaient encourager les esclaves à produire des enfants. Alors, ils voulaient donner des primes aux mamans et aux pères pour produire plus d'enfants. Mais ça n'a jamais eu lieu. Mais on sait que dans d'autres pays, ça a eu lieu. Il y a des choses comme ça. Il y a des fraudes massives. Il y a aussi les marronnages et comment les autorités ont ménagé les marrons. On voit vraiment la frayeur des gens
devant les esclaves marrons. Ils avaient vraiment une frayeur, un peu ce qu'on appelle la paranoïa presque. Donc c'est vraiment de comprendre la conscience qui existait à l'époque. Par exemple, il y a aussi un thème qui revient souvent, c'est l'idée qu'il faut mélanger les esclaves selon leurs origines, puisque toutes sortes de stéréotypes sont collés aux esclaves selon leurs origines, c'est-à-dire malgache, Mozambique, mais à l'intérieur du Mozambique, tel groupe, ou d'Afrique de l'Ouest, avec l'idée que certains sont plus travailleurs, certains sont plus intelligents, que les malgaches ont plus tendance à marronner, ou les femmes, ce qui, par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est la question de l'avortement. Il y a beaucoup de femmes esclaves, surtout ce qui est dit dans les documents d'origine malgache, qui avortent parce qu'elles ne veulent pas transmettre ce statut à leurs enfants. Et c'est quelque chose dont les colons, dont les administrateurs se plaignent beaucoup, en disant il nous faudrait moins de femmes esclaves malgaches, plus de femmes de Mozambique, parce qu'il y a cette idée qu'elles avortent moins. Et c'est aussi terrible, parce qu'on voit bien, à travers cette petite mention qui est technique, voilà, chez des administrateurs, on voit toute la cruauté du système et le désespoir de ces femmes qui ne veulent pas transmettre ce statut. Il y avait aussi les esclaves du roi qui étaient embauchés sur les escadres de Suffren. Donc ça aussi, je n'étais pas tellement sûre, mais là on a la preuve très concrète. Des milliers d'esclaves ont été embarqués sur les escadres de Suffren pour aller lutter contre les Anglais en Inde. Et ça, quand je dis milliers, c'était 3-4 000 qui ont été embarqués. Donc ils ont lutté pour l'Empire français. Ils ont battu à côté des soldats français pour maintenir l'Empire français. Donc armés, avec des uniformes. Oui. Et on voit même des mentions, le commandant dit mais il faut traiter ces esclaves d'une façon différente qu'on traite les autres parce qu'ils ont quand même combattu pour l'Empire français. Et il y a même l'idée aussi, hein, si je me souviens bien, de les payer. Ce sont des esclaves qui... Oui. On voit aussi, ça c'est intéressant, les innombrables statuts et conditions de vie différentes des esclaves selon leur relation au maître, mais surtout selon leur travail, selon leur capacité, évidemment entre les esclaves à talent et les esclaves qui étaient simplement ouvriers agricoles, ceux qui venaient d'arriver dans l'île, et les esclaves dits créoles, dont on explique que comme ils sont acculturés, ils ont moins tendance à marronner, ils travaillent plus, etc. Il y a aussi toute une hiérarchie dans le monde de l'esclavage dont on ne se rend pas toujours compte, et sur lequel évidemment le système esclavagiste joue beaucoup pour diviser aussi les esclaves et pour maintenir le système. C'est aussi très présent. Alors, si on décode ce que vous dites et quand on feuillette cet ouvrage, les 2 volumes maintenant, on réalise qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas de cette époque et qui seront extrêmement intéressantes à être étudiées pour les futurs chercheurs. Oui, en fait, le but aussi, c'est d'encourager les jeunes chercheurs à s'intéresser à l'histoire de Maurice. Nous avons de moins en moins de jeunes qui s'intéressent au passé. Et donc, c'est très bien que pour le premier volume, nous avons pris 3 jeunes chercheuses mauriciennes, Stéphanie Tambi, Yola Argo et Sharon Phillips. Et c'est très bien de voir qu'une d'entre elles, au moins, complète son doctorat en histoire et sur l'esclavage. Pour le 2e volume, on a eu Raphaël Thiebaud, qui était aussi un doctorant sous la supervision de Thomas. Et on est très content d'annoncer qu'il a reçu un prix pour son doctorat, le prix du comité pour la mémoire de l'histoire de l'esclavage. Donc c'est un grand honneur et peut-être quelque part, nous avons aidé à son acheminement. Un exemple simple, sa thèse traite de la traite négrière à Madagascar, la traite hollandaise puis la traite française. À partir de milliers de documents, ceux issus de l'inventaire, mais aussi d'autres. Et ils montrent très très bien, de façon très très fine, le fonctionnement de cette traite à Madagascar, qui est une traite un peu différente de celle de l'Afrique de l'Est, parce que c'est quelques esclaves souvent qui sont... il y a énormément de trafic entre l'Île-de-France et Madagascar pour acheter du bétail, de la viande, du riz, beaucoup, mais aussi des esclaves qui sont en petite quantité dans les bateaux à chaque fois, et donc qui mélangent, des cargaisons qui mélangent des produits agricoles et des esclaves. Et puis après, toujours ces plans des Français pour aller s'établir à Madagascar, pour avoir plus d'esclaves, pour avoir des relations avec les chefs locaux, etc. Et c'est une traite qui est assez différente de ce qu'on a ailleurs, où on a des bateaux qui sont que négriers et qui ne transportent que des esclaves. Et là, on a vraiment une approche très fine de cette question-là qui jusque-là n'était pas très bien connue.
Alors, 2 volumes déjà, est-ce qu'il y aura une suite à ce travail? Je crois qu'il y a beaucoup d'autres archives en France sur l'île Maurice. Je crois qu'on a peut-être touché à une grande partie, mais dans les archives départementaux, je crois qu'il y a beaucoup. Les archives de Caen, par exemple, et même aux archives nationales, j'ai vu des cartes et des plans qui sont vraiment très belles, que je crois que les Mauriciens n'ont jamais vus. On a mis un sur la couverture, et c'est ça le plan d'un des premiers établissements à Maurice, à Grand-Port, Ange Jonché. Et là, on voit clairement une nègrerie, c'est libellé nègrerie, donc un endroit, un camp pour les esclaves. Donc pour moi, c'était la première fois de voir sur un plan quelque chose aussi clair. Très bien, parfait. Merci beaucoup pour votre temps. Autre événement associé au lancement du répertoire, la présentation d'un film sur le futur musée de l'esclavage à l'ancien hôpital militaire à Port-Louis et un exposé sur le thème « Être historien de l'esclavage ». Le professeur Nigel Warden de l'Université de Cape Town était l'invité du Center for Research on Slavery and Indenture. 25 years ago, you came to Mauritius. You were still a student, not knowing too much about slavery in the region. Then what happened? How come you got involved in this field? Well, I came here because I was by that time interested in slavery in South Africa and the Cape. And as you say, I didn't really know much about what was happening elsewhere in the Indian Ocean. How I got more involved with it was from coming here and from meeting Vijaya Tilak, but also others who were interested in slavery in Mauritius. I began to realize that we were in pretty much a similar situation. We both were in a context where we knew that slavery had been a really important part of the history of our respective countries and regions. But there didn't seem to be much detailed knowledge about that. People didn't talk about it very much. People shied away from it almost, and it was a difficult subject to talk about. But as time went on, I think more and more work has been done. People have got more interested in this, partly because the stigma has largely been lessened, if not completely taken away. The stigma of having slave ancestry, or indeed the stigma of having slave owner ancestry, and I think it's become more and more the kind of subject where people realize that this has contributed to the making not only of a population of slave descent, but of the whole country. Slavery shaped so much of our own societies. Economic inequalities, racial inequalities, and also more positively, the struggle against slavery, the struggle for freedom. But what does freedom mean? How is it articulated? How is it being lessened? Do we have true freedom? These are all questions that people engage with. In my country, of course, in South Africa, the coming about of a democratic government completely changed the picture. We were now able to much more to explore these aspects of our hitherto hidden past. Mauritius, I think, has its own political setup, and there were reasons why slavery wasn't talked about very much in the past, and reasons why it is being so much more today. So it's been a process both of historical research, which has grown enormously as people's interest has grown, but also popular interest. So it's linked up with what people want to know about themselves and about the world they live in. So there's more awareness now about this situation. By studying this field, which is a vast field, now you're a specialist in this whole range of studies. How does this change your perception as a South African, as a person, as a historian? Yeah, I think studying a topic like slavery changes you enormously. It's not just an academic topic. It's one which involves human oppression. It involves human suffering, and I think you have to be much more sensitive to what that means as a historian. So that's made me much more aware that history is not just an academic subject. It's not just something you do in a school or a university or write a book about. It's about real experience of people. I think a lot of history in the last 20 or 30 years, in many places, has become much more aware of what
the experiences of everyday people are and everyday life is. Slavery, of course, is a quintessential topic about looking at what's often called of history from below, what is the experience of ordinary people, not just rulers and the powerful. It's also changed the way in which I viewed my own country, and I think Mauritians would say the same. The awareness of how much of South Africa's past, particularly the Cape part of South Africa, is based on a slave system, and the legacy that still has. So it's made me much more aware of the importance of understanding these forces to understand the world we work in, and to try and change it for the better. But that's a bit idealistic, of course. We need to be idealistic. We do, yes. You mentioned earlier the links between South Africa and Mauritius, Cape Town and Mauritius. What can you tell us that still needs to be studied? Oh, what needs to be studied is a tremendous amount. Yes, there's huge areas. I mean, the connections between the two are that the Cape, particularly, was very much part, for at least 2, maybe 3 centuries, very much part of this southwestern Indian Ocean world. The administrators of the Cape, the Dutch East India Company, later on the British, were also involved, of course, here in Mauritius, but also movements of people, colonists, administrators, slaves, all were moving around in this region. There's a great deal more to be done. We know a lot, or we're getting to know a lot more about what happened within Mauritius, in the slave society of Mauritius, or within the Cape. But there's much less knowledge about what the connections are. It's much more difficult to do that. You can look at, for instance, a national archive, or you can talk to people in a particular place, and you can find out about that place or that country from that. And you can do that in several places. But to try and see connections is much less easy to get to. You have to have colleagues or links with other places, common projects to be able to do that, which is what's so exciting about what's happening in Mauritius, because it's been a movement that's come from within Mauritius, but it's also something which has drawn in others who are working on South Africa, on Mozambique, on Madagascar, as well, of course, as India and Asia. It's quite interesting because a tiny island like ours, so much still to be learned about. Yes, size, I suppose, doesn't mean less complexity. In fact, maybe it means more complexity. There's more to find out. Maybe. Yeah, and I think also one of the fascinating things about Mauritius is what you all know so well, is that Mauritius doesn't have a truly indigenous population. You're all indigenous Mauritians in one sense, and in another sense, none of you are. So it's the fascinating thing about here is the way in which a society has created itself by who has arrived here. For us in South Africa, the issues rather different, and particularly when it comes to slavery, because what is important for a democratic South Africa is to be recognized as part of Africa, as an African nation, to recognize the rights of indigenous South Africans, which have been, of course, rejected for so long under apartheid. So issues like land restitution are really important. And to do that, it's important to be able to claim to be indigenous, to be of that land. Slaves were not of that land. They're not indigenous. They were brought from elsewhere. So although they were oppressed, although they were very much on the wrong end of colonialism, nonetheless, to claim slave ancestry means that it's difficult to claim a place as the truly indigenous, to have rights over land, for instance. So it's a very complex question in South Africa to claim a slave past, and rather different to the situation here. One last thing. If you were to interest a student in this field, to be a historian and to look for data in this terrible tragedy, how would you grab the attention of the student? Get them to talk to people about what this means to them. Not to read books, that's there, but to talk to people for whom this is an essential part of what makes them who they are. And there are a lot now
of people who recognize the importance of slavery to themselves and to the world they live in. So it's a kind of activist subject. It's something which can inspire people both to find out more about the past, but in order to understand and hopefully change the present. Thank you very much for your time. Thank you too.